Il y a quelque temps, j'ai regardé l'excellente vidéo de notre ami Olivier, alias Olipix, concernant une cartouche permettant de faire de la programmation en langage basique sur la console Epoch Super Cassette Vision. Je place un lien de cette vidéo dans la description que je vous invite à visionner. Cette cartouche de programmation apporte 3 fonctions très utiles pour la programmation de petits jeux en basique. Tout d'abord, elle propose un éditeur de sprite qui va permettre de créer ses propres graphismes pour les objets affichés. Ensuite, l'instruction basique sprite permet d'afficher ces objets graphiques à l'écran. Et enfin, l'instruction basique move permet de créer le déplacement des sprites. Voyons, je connais cette commande sprite, il faut que je regarde dans mes documentations. Et voilà, je le savais, il y a bien une machine qui propose les mêmes instructions afin d'afficher et de piloter des sprites à l'écran. Voici la documentation de cette machine. Comme vous le savez déjà par le titre de la vidéo, c'est le Commodore 128. Comme Olivier a placé le source de son programme dans la description de sa vidéo, je propose donc de récupérer ce petit jeu développé pour la Super Cassette Vision et de le refaire sur Commodore 128. Cela vous permettra d'appréhender ce que sont les sprites et leur gestion sur le Commodore 128 en basique version 7. Les sprites sont de petits objets graphiques, des dessins que l'on peut faire apparaître et placer n'importe où à l'écran. Et ce, en plus des caractères affichés, ou en incrustation sur un fond d'écran en mode graphique. Vous en avez des exemples dans la dernière partie de mon générique de début. Chez Commodore, c'est cette puce qui va gérer l'affichage vidéo et les sprites. C'est le VIC-2. Elle est apparue sur le Commodore 64. Cette puce est reprise en version étendue dans le Commodore 128. C'est le VIC-2E. Elle gère la vidéo comme sur le Commodore 64, mais s'occupe en plus des touches supplémentaires du clavier étendu. Donc, graphiquement, rien de nouveau sur le C128 par rapport au Commodore 64. Je redémarre le C128 pour le passer en mode Commodore 64. Cette puce VIC-2 envoie le signal vidéo à l'écran, ligne par ligne, pixel par pixel, afin de produire une image complète. Pour le bord, le VIC-2 envoie des pixels de la couleur prévue pour ce bord. Pour la zone d'affichage utile, s'il n'y a pas de caractère, le VIC-2 envoie des pixels avec la couleur prévue pour le fond d'écran. Si un caractère est présent, il sera affiché pixel par pixel sur la ligne unique en cours d'affichage par le faisceau qui balaye l'écran, ligne après ligne. Ainsi, les autres lignes du caractère seront traitées lors du passage du faisceau sur les lignes suivantes de l'image à produire. Les pixels du caractère sont dans la couleur prévue pour le texte. Les trous dans le caractère sont des pixels dans la couleur du fond. Ce qui veut dire que l'ordinateur allumé devant moi, et qui semble attendre une commande sans rien faire d'autre, est en fait en train de générer une image écran 25 fois par seconde, et quand je dis image, c'est l'ensemble des pixels de cette image ligne par ligne. L'ordinateur doit être bien plus rapide que l'affichage, car il aura ensuite, en même temps, à traiter les programmes qu'on lui fera avaler. Cette technique d'affichage se retrouve sur tous les ordinateurs de l'époque. Voyons nos fameux sprites. Je place sur notre écran un sprite en forme de carré vide par exemple. Le VIC-2 va gérer en plus de la gestion des caractères l'affichage de ces sprites. Lorsque les coordonnées X et Y d'un sprite sont atteintes, le VIC-2 va regarder quel pixel allumer en fonction de la forme du sprite. Il allumera alors les pixels concernés par le sprite dans la couleur de ce dernier, ce qui masquera les pixels de fond ou des caractères. Le sprite s'incruste devant l'affichage classique. Néanmoins, on peut demander à ce que le sprite soit affiché derrière les caractères. Dans ce cas, les pixels des caractères sont affichés normalement, et c'est la couleur de fond qui sera remplacée par la couleur des pixels du sprite. Toute cette logique complexe est câblée dans la puce VIC-2. Dès lors, le processeur de la machine n'est pas sollicité pour cette gestion d'image, et il reste disponible pour faire les autres traitements qu'on lui demande. Les possibilités de la puce VIC-2 ne sont pas infinies. Elle propose au maximum un affichage de 8 sprites simultanément et d'une taille limitée. Elle signale également les collisions entre les sprites et les caractères ou entre les sprites eux-mêmes. On pourra exploiter la détection de collisions dans un programme de jeu par exemple. Il existe des astuces de programmation qui permettent d'afficher plus de 8 sprites. Comme l'ordinateur est bien plus rapide que l'affichage de l'écran, on peut placer un sprite à l'écran en partie haute et lorsqu'il a été dessiné, on le déplace plus bas en changeant sa position. Dès lors, il est redessiné à un autre endroit de l'écran lorsque les lignes de pixels correspondantes sont traitées et envoyées à l'écran. On peut également changer le dessin en cours de route également. Dès lors, on semble voir 2 sprites à l'écran alors qu'on n'en utilise qu'un seul.
On trouve dans la littérature des exemples de programmes permettant de simuler jusqu'à 32 sprites à l'écran. Tout cela se fait bien sûr en langage machine, et ici cette technique mobilise du temps processeur. Alors comment piloter tout ça? Sur un Commodore 64, il y a des registres en mémoire dans lesquels placer des informations avec l'instruction POC. La puce VIC-2 va modifier l'affichage selon les informations qu'elle trouve dans ces registres. Elle voit si on a allumé un sprite et à quelles coordonnées il faut l'afficher, en quelle couleur, etc. Si on veut placer un sprite à une position particulière, il faut modifier les registres qui correspondent à cette position, un pour la coordonnée X, un pour la coordonnée Y. Si on veut faire bouger un sprite de gauche à droite, il faut écrire un programme qui va incrémenter le registre de position en X à la vitesse voulue. Donc, cette fois-ci, on sollicite le microprocesseur. Le dessin du sprite est également à définir en mémoire, en plaçant des octets qui représenteront les pixels allumés ou éteints pour ce dernier. Avec un Commodore 64, on utilisera donc la commande POC qui permet d'écrire ces octets en mémoire dans les registres concernés. Il faut donc calculer tous les octets du dessin de chaque sprite, les mettre en mémoire et en piloter l'affichage avec le VIC-2, toujours avec l'instruction POC. C'est long et fastidieux. Voyons un autre problème sur la gestion de la position des sprites. Ici, j'écris un programme qui va changer la valeur en Y du sprite de 0 à 255. Le sprite est d'abord hors écran, puis il apparaît à l'écran, et enfin, il sort de l'écran lorsque la valeur dépasse 220 à peu près, et disparaît complètement lorsqu'il arrive à 255. Ça revient à 0 et il repart sur le dessus. Pour l'axe horizontal, voici ce que cela donne. Le sprite ne va pas jusqu'au bout à droite. En effet, la largeur d'écran est de 320 pixels, alors qu'un octet ne peut contenir que 255 valeurs. Cela explique pourquoi certains jeux affichent les scores dans un bandeau à droite et l'action avec les sprites reste à gauche. Cela évite de compliquer la programmation de jeux plein écran. J'ai donc modifié le programme pour que le sprite continue sur la droite après avoir atteint la position 255. Pour accéder à cette partie de droite, il y a un bit à activer dans un des registres du VIC-2. On va passer maintenant au mode 128. La machine tourne avec un BASIC version 7, et cette version du BASIC, qui reprend tout le jeu d'instructions du Commodore 64 pour rester compatible, apporte beaucoup de nouvelles commandes qui vont permettre ici de piloter bien plus facilement la puce VIC-2 et ses fameux sprites. On appelle l'éditeur de sprite du Commodore 128 avec l'instruction SPRDEF pour Sprite Definition. L'éditeur demande sur lequel des 8 sprites possibles on veut travailler. Par exemple ici, le sprite numéro 1. À gauche, il y a la zone d'édition des pixels formant le sprite. À droite, le sprite est affiché dans sa taille normale afin de voir son rendu. À l'allumage de la machine, les octets de la RAM sont remplis alternativement avec les valeurs 255 et 0. Les octets utilisés pour le graphisme des sprites n'échappent pas à cette initialisation. C'est pourquoi on observe ici une alternance de barres de 8 points remplis et de barres vides. Cela correspond aux octets sur lesquels on va travailler. Au clavier, je peux choisir par exemple la couleur principale de mon sprite, par exemple le blanc. Le pixel sur lequel je peux agir est marqué d'une croix. Je me déplace dans la zone d'édition avec les touches flèches de déplacement. Pour allumer ou éteindre un pixel, j'utilise les touches 1 et 2 qui sont en fait les références des couleurs. 1 pour la couleur du fond, c'est la couleur dite transparente, et 2 pour la couleur principale du sprite. On voit que la largeur du sprite est de 3 octets, ce qui donne une résolution de 24 pixels en largeur. Et on a 21 lignes disponibles. Le dessin pour un sprite doit donc tenir dans une grille de 24 par 21 pixels. 3 octets de large sur 21 lignes donnent 63 octets utilisés en mémoire par un sprite. Or, en mémoire, la localisation d'un sprite se fait par saut de 64 octets. Il y a donc un octet inutilisé entre chaque définition de sprite en mémoire. Le VIC-2 permet aussi de doubler un sprite en hauteur ou en largeur. L'éditeur de sprite permet de voir le résultat si on active ces possibilités. Néanmoins, des sprites d'une seule couleur visible, c'est un peu triste. Le VIC-2 permet de gérer jusqu'à 4 couleurs pour un sprite. La première couleur étant la transparence, c'est-à-dire la couleur du fond sur lequel évolue le sprite. Mais il y a une contrainte. Les 2 couleurs supplémentaires sont communes à tous les sprites. Enfin, pour stocker les 4 possibilités de couleurs par pixel, on a besoin de 2 bits.
ce qui fait que dans un octet, on ne peut plus déclarer 8 pixels, mais on passe à seulement 4. En mode multicolore, les 3 octets d'une ligne ne permettent plus de définir 24 pixels, mais seulement 12. La définition d'un sprite passe donc de 24 par 21 à 12 pixels doubles par 21. Cela devient difficile de faire de beaux graphismes. Dans l'éditeur de sprite, j'utilise les touches 1 à 4 pour indiquer la couleur de chaque pixel possible. 1 pour la transparence, 2 pour la couleur principale du sprite, 3 et 4 pour les 2 autres couleurs disponibles. Revenons à la ligne de commande basique. L'instruction sprite permet de gérer l'affichage des sprites à l'écran. Elle remplace avantageusement la palanquée d'instructions POC pour faire apparaître un sprite à l'écran. Les paramètres sont le numéro du sprite concerné, de 1 à 8, si on affiche ou non le sprite 0 ou 1, le numéro de la couleur principale de ce sprite, la priorité d'affichage, 0 devant ou 1 derrière les objets de l'écran, doubler l'affichage en largeur 0 ou 1, doubler l'affichage en hauteur 0 ou 1. Et enfin, le mode standard 0 ou 1 pour un sprite multicouleur. Et voilà, on a tout ce qu'il faut pour afficher nos jolis sprites à l'écran. Maintenant que nos sprites sont affichés, on va les faire bouger. Pour cela, l'instruction MoveSPR accepte plusieurs configurations. Tout d'abord, je peux placer un sprite à l'écran en indiquant simplement ses coordonnées. Je ne suis plus bloqué par la limite horizontale de 255 positions. Ici, le BASIC version 7 gère pour moi l'ensemble des registres des positions. Il calcule même le modulo, ce qui permet de rentrer des nombres hors limite sans provoquer d'erreur. Ensuite, je peux indiquer une position relative par rapport à la position actuelle. Par exemple, de bouger mon sprite de 10 pixels vers la droite et de 5 pixels vers le haut. Je peux aussi le déplacer d'un certain nombre de pixels par rapport à sa position actuelle, ceci dans un certain angle de déplacement. Par exemple, je le déplace de 50 pixels dans une direction de 45 degrés. Et enfin, je peux demander un déplacement automatique de mon sprite à une certaine vitesse, dans une certaine direction. Par exemple, à 45 degrés et à la vitesse 4. Et voilà, c'est magique. Le BASIC version 7 du Commodore 128 gère tout cela de façon automatique via les interruptions. Et je peux écrire un programme qui sera exécuté en parallèle de tout cela. Bien, on a tout ce qu'il faut. On va pouvoir s'attaquer au programme d'Olivier et porter son jeu sur le Commodore 128. Les dessins des sprites de la Super Cassette Vision sont en mémoire de la cartouche de programmation. Ils ne sont pas dans le listing du programme. Nous allons d'abord dessiner les sprites du jeu avec la commande SPRDEF et placer les données graphiques des sprites dans le programme basique. Pour refaire les sprites du jeu d'Olivier, je vais rester en mode multicouleur. Avec un peu d'imagination, voici la base spatiale à rejoindre, le vaisseau piloté par le joueur et un astéroïde. Le Commodore 128 permet de sauver des blocs de mémoire. Idéalement, on sauverait le bloc de mémoire contenant les graphismes des sprites avec la commande bsave. Il suffirait de le recharger en début de programme avec la commande bload pour retrouver nos sprites, prêts à être exploités par le jeu. Mais je souhaite faire un programme en une seule partie et donc autonome. Je vais donc surcharger le programme initial avec des lignes de data reprenant les octets de définition graphique des sprites. Mais je n'ai pas envie de taper 64 valeurs par sprite. J'ai donc écrit un programme qui va le faire pour moi. Ces quelques lignes vont chercher les données des sprites en mémoire et les afficher sur des lignes numérotées suivies de l'instruction data. Ensuite, je n'ai qu'à placer le curseur sur une ligne et faire entrer, afin qu'elle soit prise en compte comme une ligne de commande en basique que j'aurais tapée. Plusieurs fois entrer permet de prendre en compte toutes les lignes nécessaires. Si je liste le programme, je vois qu'il contient toutes les nouvelles lignes de data requises. Dans le programme final, je laisserai ces lignes de génération de data, mais je les désactiverai en les préfixant avec l'instruction rem. Ensuite, le programme final devra contenir une boucle de lecture de ces données data afin de les replacer en mémoire et ainsi retrouver les graphismes de nos sprites. Le programme commence donc à la ligne 10 avec les couleurs à appliquer pour le cadre du bord, le fond et les caractères. Puis, j'appelle un sous-programme qui se situe à la ligne 900. Ce sous-programme place les datas des sprites en mémoire. Pour aller plus vite dans ce traitement, j'applique la commande fast qui va doubler la vitesse du processeur. Ce dernier va passer à 2 MHz. On n'a pas d'image lors de cette étape, la puce VIC2 est désactivée.
On retrouvera de la vidéo une fois le retour à 1 MHz avec la commande slow. Les datas des sprites se trouvent à partir de la ligne 550. La boucle de lecture de ces datas vers la mémoire à partir de la ligne 900 est listée en bas de l'écran. On peut l'optimiser, car je copie les 64 datas des astéroïdes dans les zones graphiques des sprites 3 à 8. Il aurait suffi de dire que les sprites des astéroïdes doivent tous prendre leurs données graphiques dans la zone 3. Pour le son, il n'y a pas d'effet prédéfini. Il faut utiliser la commande Sound pour produire des effets sonores. Cette commande a pour paramètres le numéro de la voix à utiliser, 1 à 3, la fréquence de départ, la durée, la direction, soit vers le grave, vers l'aigu ou en oscillation, etc. J'ai déjà préparé 3 sous-programmes, un pour chaque effet sonore. Pour la gestion des collisions, on va utiliser la commande collision. Lors de la détection d'une collision, le programme en cours va s'arrêter et va sauter à la ligne indiquée, ici 390. Le return, qui devra suivre le traitement de la collision, fera reprendre le programme là où il était. Le premier paramètre, 1, indique ici que je cherche à détecter les collisions entre les sprites. Voici la procédure qui gère les collisions. Immédiatement, on stoppe la détection avec la commande collision 1, ceci afin de ne pas réentrer sans cesse dans cette procédure. La fonction bump 1 renvoie un entier qui indique quels sprites sont entrés en collision. Si j'ai 3, c'est 2 plus 1, c'est-à-dire que le vaisseau a touché la base. Si j'ai Z en 1, la base n'est pas concernée, mais le vaisseau oui, et on perd donc une vie. Notez le S égale S plus 2 si M est supérieur à 6, M est le niveau. Je vais en reparler. Enfin, je relance la détection des collisions avec collision 1,390 et émets le return pour que le jeu se poursuive. Voici la gestion des astéroïdes selon le niveau du jeu. Le niveau est dans la variable M de 1 à 6. En effet, le VIC2 peut afficher 8 sprites au maximum. La base et le vaisseau consomment déjà 2 sprites, donc je ne peux avoir que 6 astéroïdes simultanément possibles. Pour compliquer le jeu après le niveau 6, souvenez-vous de la variable S qui va augmenter alors. J'injecte cette variable avec un nombre aléatoire dans la vitesse de déplacement des astéroïdes. Ainsi, arrivé à 6 astéroïdes, ceux-ci vont aller de plus en plus vite avec les passages au niveau suivant. Tout est prêt, on va pouvoir enfin jouer. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est bon, j'arrive. Bien, on va pouvoir y aller maintenant. Et nous y voilà, on démarre. Push fire to start. Le vaisseau monte tout seul, je peux le ralentir ou l'accélérer, et le diriger à gauche et à droite. Bon là c'est facile, on va y arriver tout seul. Et bon, on passe au level 2, avec un astéroïde en plus, c'est parti. Voilà, level 3. Pour l'instant, pas trop de difficultés. Ah, je vais me méfier, il y en a qui va arriver. Non, ça va, j'ai le temps, il n'y a plus personne. Ah, j'ai raté la base, je vais ralentir au maximum. Tant qu'elle revienne, je suis bloqué. C'est bon. Ah. Je suis passé au level 5. C'est bon. Ah! Je me
suis fait avoir dès le démarrage. On y va tout de suite. Oh, c'est chaud là. Ben voilà, je crois que c'est fini. Je suis en game over. Voilà. Eh ben voilà, c'est pas mal comme petit jeu. Vous avez eu le courage de regarder cette vidéo jusqu'au bout? Je vous propose de réaliser le portage de ce jeu sur votre machine préférée à partir du listing d'Olivier et de vous montrer vos contributions sur la page Facebook des Ordinosaures. Je place le lien dans la description ci-dessous. Alors cela te convient mon cher Olipix? Et oui, ça me convient tout à fait. Salut Franck, je viens de regarder ta vidéo, elle est super, c'est super clair. J'ai beaucoup aimé les explications pas à pas, notamment l'astuce pour générer automatiquement les lignes de data pour la génération des sprites. Excellent. Ça me fait super plaisir que tu aies repris mon jeu et que tu l'aies adapté sur le Commodore 128. C'est quand même hallucinant que ce basique du Commodore 128 soit aussi proche que celui de la console Super Cassette Vision. Mais je pense que tous les deux sont surtout inspirés du basique de la Famicom, avec cette extension clavier pour programmer en basique sur la Nintendo Famicom. Il faudrait creuser dans ce sens-là, parce que je pense que le premier à avoir sorti ce basique, c'est surtout Nintendo, pour cette extension ordinateur basique de sa Famicom qui donnera la NES plus tard en Europe et aux États-Unis. Voilà, j'espère que ta vidéo inspirera d'autres personnes pour programmer d'autres versions de ce jeu sur d'autres plateformes. Je te remercie et encore félicitations pour cette super vidéo. Ciao! Eh bien merci Olivier, je te remercie pour ta gentillesse et ce petit coucou sur ma vidéo. Le défi est lancé, sans doute que ton jeu va faire des émules, c'est tout ce que j'espère. Eh bien, cette vidéo est maintenant terminée. Abonnez-vous pour ne pas rater les sujets à venir. Cliquez sur le pouce si vous avez apprécié. Et je vous dis à bientôt et merci.